Imaginez un appareil capable de refroidir une pièce sans gaz, sans compresseur, et sans le bruit familier d'un climatiseur qui tourne à plein régime. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un phénomène physique connu depuis plus d'un siècle que des laboratoires tentent aujourd'hui de transformer en technologie domestique. On l'appelle le refroidissement magnétique. Et la question que tout le monde se pose est simple, pourrait-il un jour remplacer le climatiseur installé chez vous ? Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne réellement le refroidissement magnétique, pourquoi il intéresse autant les chercheurs, et surtout, où en est cette technologie aujourd'hui. Vous allez aussi découvrir pourquoi elle n'est pas encore prête à équiper votre salon, et quelles solutions existent dès maintenant pour garder votre maison fraîche sans attendre une révolution technologique. Restez jusqu'à la fin, car la partie la plus utile de cette vidéo concerne ce que vous pouvez appliquer chez vous dès aujourd'hui. Le refroidissement magnétique repose sur un phénomène appelé effet magnétocalorique. Certains matériaux, comme le gadolinium ou certains alliages métalliques, réagissent à un champ magnétique d'une manière particulière. Lorsqu'on les expose à un champ magnétique puissant, leurs atomes s'alignent, et cette réorganisation libère de la chaleur. Lorsqu'on retire le champ magnétique, le matériau se refroidit. C'est un cycle. Magnétisation, évacuation de la chaleur produite, démagnétisation, absorption de chaleur ambiante. Répété rapidement, ce cycle peut produire un effet de refroidissement continu. Ce principe n'est pas une invention marketing. Il est étudié en physique des matériaux depuis la fin du XIXe siècle, notamment dans le cadre de la recherche sur les très basses températures. Un climatiseur classique fonctionne avec un gaz réfrigérant qui change d'état, passant du liquide au gaz et inversement, grâce à un compresseur. Ce compresseur consomme beaucoup d'électricité, et les gaz utilisés peuvent avoir un impact environnemental s'ils sont mal gérés en fin de vie. Le refroidissement magnétique, en théorie, élimine le besoin de gaz réfrigérants et de compresseurs mécaniques bruyants. L'idée d'un système silencieux, potentiellement plus efficace sur le plan énergétique, et sans fluide polluant, explique pourquoi cette piste attire autant l'attention des centres de recherche en efficacité énergétique. C'est ici qu'il faut être honnête avec vous. Le refroidissement magnétique existe surtout à l'état de prototypes de laboratoire et de projets industriels expérimentaux. Il n'existe pas à ce jour de climatiseur magnétique grand public que vous pouvez acheter pour votre maison. Les défis techniques sont réels. Les matériaux magnétocaloriques performants sont souvent coûteux, parfois à base de terres rares. Les champs magnétiques nécessaires pour obtenir un effet significatif demandent des aimants puissants, ce qui augmente la taille et le coût des systèmes. L'efficacité énergétique globale, une fois qu'on intègre la production du champ magnétique, reste un sujet de recherche actif, pas une certitude établie. Autrement dit, la technologie est prometteuse, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle peut rivaliser avec la climatisation classique en usage résidentiel, à un coût accessible. Une innovation scientifique intéressante ne devient pas automatiquement un produit disponible dans les magasins. L'histoire de la technologie est remplie d'idées prometteuses qui ont mis des décennies à se concrétiser ou qui ne se sont jamais généralisées pour des raisons de coût ou de praticité. Le refroidissement magnétique pourrait, un jour, jouer un rôle dans le refroidissement industriel ou dans certains appareils spécialisés. Mais pour votre maison, aujourd'hui, la meilleure stratégie reste d'agir sur ce que vous pouvez contrôler concrètement. La conception, l'isolation et la ventilation de votre logement. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Des solutions réelles, applicables, qui ne dépendent pas d'une avancée scientifique future. Section 5. L'inertie thermique, ou pourquoi certaines maisons restent fraîches naturellement. Revenons à la question du début. Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même par forte chaleur ? La réponse tient souvent à un principe appelé inertie thermique, ou masse thermique. Les matériaux lourds comme la pierre, le béton ou la terre crue absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la restituent lentement pendant la nuit. Ce phénomène explique pourquoi les maisons traditionnelles en pierre, dans les régions chaudes, restent fraîches, même en été. L'avantage est réel dans les climats à forte amplitude thermique entre le jour et la nuit, typiques des régions méditerranéennes ou désertiques. En revanche, dans les climats tropicaux où la chaleur reste élevée jour et nuit, l'inertie thermique seule ne suffit pas, car les murs n'ont jamais l'occasion de se refroidir. Section 6. La ventilation naturelle, un principe ancien mais efficace. La ventilation naturelle consiste à créer un mouvement d'air à travers le logement sans utiliser de ventilateur électrique. Elle repose sur deux principes physiques simples. La différence de pression entre les ouvertures et l'effet de cheminée, où l'air chaud monte et s'évacue par le haut pendant que l'air frais entre par le bas. Pour que cela fonctionne, il faut des ouvertures positionnées sur des façades opposées ou à des hauteurs différentes. Une maison avec des fenêtres uniquement d'un seul côté aura beaucoup plus de mal à générer un courant d'air traversant. La limite de cette technique est évidente. Elle dépend de la présence de vent extérieur
et elle peut faire entrer de l'air chaud si elle est utilisée au mauvais moment de la journée. Beaucoup de gens ferment leurs fenêtres le jour et les ouvrent le soir, alors que c'est souvent l'inverse qu'il faudrait faire dans les climats à forte amplitude thermique. L'idée est simple. Pendant la nuit, quand la température extérieure descend sous la température intérieure, on ouvre les fenêtres pour évacuer la chaleur accumulée et faire entrer l'air frais. Le matin, avant que la chaleur extérieure ne remonte, on referme tout, y compris les volets, pour conserver cette fraîcheur le plus longtemps possible. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans les régions où les nuits sont nettement plus fraîches que les journées. Dans les climats humides et tropicaux, où l'écart jour-nuit est faible, son efficacité est plus limitée. Une grande partie de la chaleur qui envahit une maison entre par les fenêtres sous forme de rayonnement solaire direct. Bloquer ce rayonnement, avant qu'il ne traverse le verre, est beaucoup plus efficace que d'essayer de refroidir l'air après coup. Les volets extérieurs, les stores et les auvents sont particulièrement efficaces, parce qu'ils arrêtent la chaleur à l'extérieur du bâtiment. Un rideau intérieur, même épais, laisse déjà entrer la chaleur qui a traversé la vitre. Sur les façades exposées au sud ou à l'ouest, une protection solaire bien positionnée peut réduire de manière significative la charge thermique qui entre dans la pièce, particulièrement en fin d'après-midi. On associe souvent l'isolation au confort d'hiver, mais elle joue un rôle tout aussi important en été. Une bonne isolation ralentit l'entrée de la chaleur extérieure vers l'intérieur, tout comme elle ralentit la sortie de la chaleur en hiver. La toiture mérite une attention particulière, car c'est souvent la surface la plus exposée au soleil et celle qui transmet le plus de chaleur vers l'intérieur, notamment dans les combles mal isolés. Une isolation de toiture performante peut faire une différence notable sur la température ressentie aux étages supérieurs. La limite à connaître, une isolation excessive dans un logement qui ne bénéficie jamais de rafraîchissement nocturne, peut aussi piéger la chaleur interne produite par les appareils électroniques et l'occupation humaine. L'isolation doit toujours être combinée avec une stratégie de ventilation. La couleur des surfaces extérieures influence directement l'absorption de chaleur. Une toiture ou une façade de couleur sombre absorbe davantage de rayonnement solaire qu'une surface claire, qui en réfléchit une plus grande partie. Dans les régions très ensoleillées, privilégier des couleurs claires pour les surfaces exposées peut réduire la température de surface du bâtiment. C'est une des raisons pour lesquelles les habitations traditionnelles des régions méditerranéennes et nord-africaines sont souvent peintes en blanc. Cette solution a ses limites dans les climats froids ou tempérés, où l'on souhaite au contraire capter la chaleur solaire une partie de l'année. Les arbres et les plantes grimpantes ne sont pas seulement esthétiques. Un arbre placé stratégiquement du côté sud ou ouest d'une maison peut bloquer une partie importante du rayonnement solaire direct avant qu'il n'atteigne les murs ou les fenêtres. Les plantes libèrent également de la vapeur d'eau par un processus appelé évapotranspiration, ce qui rafraîchit légèrement l'air ambiant autour d'elles. Une pergola végétalisée ou un mur végétal peut créer une zone d'ombre nettement plus fraîche que le reste du jardin. La limite ici est le temps. Un arbre met des années à offrir une protection significative, ce qui en fait une solution à long terme plutôt qu'une réponse immédiate à la chaleur. Certaines habitudes aggravent involontairement la chaleur intérieure. Laisser les appareils électroniques en veille toute la journée génère une chaleur cumulative non négligeable dans une petite pièce. Cuisiner aux heures les plus chaudes de la journée, sans extraction efficace, ajoute de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur. Ouvrir les fenêtres en pleine journée quand il fait plus chaud dehors que dedans est une autre erreur fréquente. Cela fait entrer de l'air chaud au lieu d'en évacuer. Enfin, négliger l'entretien des systèmes de ventilation existants, comme les grilles d'aération obstruées par la poussière, réduit leur efficacité sans que cela soit visible immédiatement. Conseils pratiques à appliquer chez vous. Voici un résumé de ce que vous pouvez faire selon votre situation. Fermez les volets ou les stores dès que le soleil frappe directement une façade, plutôt qu'après que la chaleur soit entrée. Ouvrez les fenêtres la nuit, si votre climat présente un écart marqué entre les températures de jour et de nuit, puis refermez tout tôt le matin. Vérifiez que votre logement permet un courant d'air traversant en ouvrant des fenêtres sur des façades opposées lorsque c'est possible. Si vous envisagez des travaux, priorisez l'isolation de la toiture, souvent la source principale de surchauffe en été. Privilégiez des couleurs claires pour les surfaces extérieures si vous vivez dans une région très ensoleillée. Plantez ou installez une protection végétale du côté le plus exposé au soleil, en gardant à l'esprit que les bénéfices se construisent sur plusieurs années. Débranchez les appareils électroniques inutilisés et évitez de cuisiner aux heures les plus chaudes sans ventilation adaptée. Chacune de ces solutions dépend de votre climat, de l'orientation de votre logement et de son mode de construction. Ce qui fonctionne dans une maison en pierre au climat sec ne donnera pas nécessairement les mêmes résultats dans un appartement moderne en climat humide. L'important est de comprendre les principes physiques en jeu pour adapter la bonne combinaison de solutions à votre propre situation.
Le refroidissement magnétique représente une piste de recherche fascinante, fondée sur un principe physique réel et étudié depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il reste au stade expérimental, loin d'être prêt à équiper les maisons à grande échelle. En attendant que cette technologie mûrisse, les solutions les plus efficaces restent celles que l'architecture bioclimatique utilise depuis des siècles. L'inertie thermique, la ventilation naturelle, le rafraîchissement nocturne, les protections solaires, l'isolation, les couleurs claires et la végétation. Ces techniques ne remplacent pas toujours totalement un climatiseur, surtout dans les climats les plus extrêmes, mais combinées intelligemment, elles peuvent réduire considérablement votre besoin de climatisation, et donc votre consommation d'énergie. Essayez ces principes-là chez vous, en les adaptant à votre climat et à votre logement, et observez les résultats par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes, afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.